Alors, il y a deux manières de voir en fait, je dirais cette revendication légitime pour les femmes d'être considérées comme les égales des hommes. Et donc, sur la question successorale, il y a un grand débat actuellement en Tunisie parce que il y a un projet de loi à l'Assemblée des représentants du peuple, j'explique bien dans Sacrée Question, qui fait que, voilà, aujourd'hui, un certain nombre de femmes, dont je suis, nous considérons que la Constitution a consacré l'égalité entre les hommes et les femmes, et donc nous devons appliquer ce principe d'égalité sur toutes les questions, y compris la question de l'héritage. Alors certains peuvent penser que la question de l'héritage est une question qui touche surtout les femmes d'un certain milieu, etc. Mais en fait, si nous sommes attachés, d'abord c'est la question de principe d'égalité, mais aussi le fait que dans nos pays, il faut voir la condition des femmes rurales, la condition des femmes ouvrières. Ce sont des femmes qui sont les premières lésées par cette inégalité, et en particulier les femmes rurales, quand il s'agit de partage de l'eau de terrain sur lequel elles travaillent. Donc, vous voyez, c'est aussi un problème social. Ça n'est pas qu'un problème théorique. Et bon, moi, je me rappelle que mon père était très, très attaché à la question de l'égalité qui finalement aussi va très loin. Je suis scientifique, vous le disiez, je suis physicienne. Et il est vrai que comme j'avais aucune difficulté en mathématiques, en physique, et mon père, contrairement à ce que beaucoup de pères faisaient à l'époque, m'a vraiment encouragé à faire des études scientifiques, de sciences dures, en plus la physique, il n'y a pas beaucoup de femmes en physique, en considérant qu'il n'y avait aucun problème et que même si je devais être minoritaire dans l'amphi, eh bien, c'était l'avenir. La physique, la science, c'était l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement important pour moi. Bien. Fawzia Charfi, pardonnez-moi d'avoir des questions qui vous poussent à répondre comme ça un peu tous azimuts, mais c'est pour dire la densité du sujet que nous n'épuiserons ni aujourd'hui, ni hélas tout au long de ces émissions intitulées Questions d'Islam. Et votre ouvrage, c'est Sacrée Question, à juste raison. J'étais, heureusement, l'adverbe est réel, de lire la première partie qui est de facture théologique. Donc, vous questionnez le statut même de la révélation, le dogme réel ou supposé de l'illettrisme du prophète. Il y a aussi la question on en a parlé, de la loi de Dieu, etc. Comment êtes-vous amené petit à petit à vous intéresser à ces questions éminemment théologiques? Alors, j'ai commencé à connaître certaines questions relatives au droit et l'islam, la question de l'État et l'islam, beaucoup grâce à mon mari, Mohamed Charfi, qui était juriste, mais aussi qui a été formé dans cette double culture. Et bon, mon beau-père était théologien, donc il a baigné dans cette culture. Donc déjà assez tôt, la question de l'islam et puis certaines questions bien approfondies m'intéressaient. Et là, j'ai cherché à aller plus loin toute seule. Malheureusement, mon mari est décédé en 2008. Et quand j'ai commencé à écrire donc La science voilée en 2010, 2011, j'ai repris après la Révolution. Bon, ça m'a amené déjà à m'interroger sur l'islam. Mais aujourd'hui, je suis allée plus loin parce que je trouve que dans ce monde de violence, dans ce contexte où l'on parle de l'islam, je voulais rendre visible l'islam apaisé, l'islam de mes parents, de mes grands-parents, et un islam qui revendique en fait l'analyse critique, qui autorise le regard historique aussi, mais en même temps un islam qui porte en lui, oui, les valeurs de liberté et d'égalité, comme je disais tout à l'heure. Et pour que mon propos soit plus fort, en fait, et plus convaincant, je me suis plongée dans des lectures
de ces penseurs, alors on va dire d'abord Mohamed Abdou, le 19e siècle, mais jusqu'où pouvait aller Mohamed Abdou, ça m'a intéressé. Et puis, voilà, les Mahmoud Hussein avec leur sira. Et La sira étant la biographie du prophète, un peu la ça. légende dorée Voilà. pour certains, plutôt qu'un curriculum vitae. Tout à fait. Et bon, Ali Mazrani sur la question du De droit, de l'État et inachevé. de l'État inachevé. Abdelmajid Sharfi, dont la lecture m'a énormément apporté pour écrire ce premier chapitre, donc qui fait bien la différence entre le message et l'histoire, et ça m'a permis en fait de montrer, voilà, comment il y a la révélation, et puis après, il y a eu l'institutionnalisation de la religion. Mais si je reviens sur la révélation aussi, il y a eu des questions, en fait, que je voulais approfondir parce que j'ai beaucoup regardé comment on présentait l'islam sur Internet, sur les sites Internet, pour essayer de comprendre ce que me disaient mes étudiants, en fait, qui avaient une vision de l'islam un peu bien différente de la mienne, à vrai dire. Et j'avais envie aussi de répondre à ces étudiants et de leur dire que on pouvait penser autrement. Et en fait, dans ces sites Internet, voilà, ce qui est présent, c'est les hadiths, c'est-à-dire les actes et dires du prophète. Ce qui est présent, c'est la charia. Ce qui est présent aussi, c'est, oui, le prophète était illettré, donc voilà, Ça met en c'est exergue un le miracle. de la Alors, c'est révélation. pas seulement un miracle littéraire, mais c'est aussi un miracle scientifique. Et donc là, il me fallait donner quelques arguments puisés dans ces lectures qui m'ont passionnée. Et bon, j'espère que, voilà, pour celui qui va lire ces sacrées questions, c'était pour moi le point de départ, en fait, de cette présentation d'un islam, bon, comme je disais tout à l'heure, apaisé, d'un islam qui prône l'intelligence aussi, la responsabilité du musulman, ça. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, voilà, c'était un message aussi très important que je voulais faire. C'était ma réponse à mes étudiants, mais ça c'est un petit milieu, mes étudiants, mais c'est aussi ce que j'ai envie de dire même en dehors de la Tunisie, dans ces pays européens, dans un pays comme la France, où il y a une majorité de musulmans qui se trouvent comme ça piégés entre des extrêmes, alors, je crois que des voix comme la mienne, encore une fois, j'en parle disant tout modestement, je crois que nous devons être entendus si nous voulons arriver à résoudre un certain nombre de problèmes. Et juste pour terminer, en fait, si je pars des étudiants, vous voyez que la question de l'éducation, elle est fondamentale. Elle est centrale, Ouais. cruciale, au Ouais. centre d'enjeux véritables. Fawzia Sharfi, vous avez dit modestement, permettez-moi de dire que vous êtes l'une des porte-paroles, ou en tout cas, vous êtes dans ce courant dit moderniste et vous le représentez si bien. Vous avez évoqué Mohamed Sharfi et son ouvrage Islam et liberté fait autorité. Vous vous y référez souvent dans votre propre livre. Son homonyme, Abdelmajid Sharfi, et notamment avec cette notion de distinguer le message de l'histoire. Donc l'idée fondamentale de dédogmatiser l'histoire qu'on a sacralisée, et on a une sorte de religion qui serait anhistorique, alors que la révélation elle-même s'articule dans l'histoire et se transmet à travers des cultures. Oui. Et c'est ça la grande question. Il faut revenir, pas revenir, je n'aime pas trop revenir parce qu'on a l'impression que on idéalise le passé. Non, mais il faut pouvoir lire le passé avec intelligence et ne pas considérer que bon, le passé est réduit à quelques, voilà, un siècle, en tout cas en tant que scientifique, souvent on dit le siècle de l'âge d'or. Mais non, ça a duré d'abord plusieurs siècles, pas seulement un siècle ou deux. Et en même temps,
Et il faut avoir un regard critique, parce que quand on relit finalement toute cette histoire, oui, il faut